Daniel Turp est professeur de droit public à la faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 1982, comme titulaire de cours en droit constitutionnel ou international public. Il détient un doctorat d'État en droit à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, mais il a aussi été élu député pour le Parti québécois et pour le Bloc québécois. Il est d'ailleurs l'auteur d'un projet de constitution québécoise. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de Dialogue. L'émission a pour objectif de nous familiariser avec les principaux enjeux qui traversent notre histoire actuelle et d'essayer par la réflexion de dégager peut-être des alternatives citoyennes. Parmi les enjeux, évidemment, il y a la démocratie, et nous allons consacrer une première émission à ça, un premier éclairage, avec comme invité Daniel Turp, qui est professeur à l'Université de Montréal. Il a d'autres qualités. Vous le verrez à travers la biographie qui va passer à l'antenne en même temps. Et après m'être entretenu avec lui pendant une vingtaine de minutes sur le fond du sujet, Myriam Fahmy, qui, elle, va suivre de près, vous la voyez peut-être à la caméra, va suivre notre premier échange, évoquera avec moi et partagera avec vous les critiques, les réactions. Il ne s'agit pas de peinturer quiconque dans le coin, mais il s'agit de faire avancer la réflexion au maximum, après quoi nous nous retrouverons autour de la table. Daniel Turp, je vais commencer donc par une question assez générale, mais rassurez-vous, on va arriver au creux du sujet, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'évoquer essentiellement la représentation des électeurs. On parle d'une crise. Si je vais sur l'ordinateur et que je commence à regarder crise, démocratie représentative, là, l'appareil explose pas, mais enfin, il y a largement de quoi trouver nourriture pour l'esprit. Est-ce qu'il y a crise de la démocratie représentative? Est-ce que, surtout, cette crise est une crise simplement parce que on a affaire à des gens qui pensent pas comme nous, ou on a affaire à des gens qui, des fois, sont pas forcément très compétents, ou est-ce que c'est pire que ça? C'est-à-dire, est-ce que les gens contestent, se méfient des politiciens parce que ils sont pas à la hauteur, ils n'ont pas la capacité de régler les problèmes collectifs que nous rencontrons. Vaste question. Vaste question, mais une très bonne question. Je crois que c'est, pour reprendre votre expression, c'est parce que les citoyens considèrent qu'ils ne sont pas bien représentés, en tout cas à la hauteur, et que lorsqu'ils le sont, les lieux où ils le sont, ou les assemblées représentatives n'ont pas de réel pouvoir, n'ont pas de réelle prise sur la vie des gens, des sociétés. Et je crois qu'il y a effectivement une crise qui, par exemple, a comme résultat une participation très très limitée dans les élections à tous les niveaux, scolaires, municipales, législatives. Et pas seulement ici au Québec, un peu partout dans le monde, cette crise a comme corollaire une absence de participation. Et je crois que les vues des citoyens et des citoyennes sont très justifiées. Il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a des partis politiques, des présidents, des premiers ministres qui n'ont pas tenu parole, qui ont promis des choses qu'ils n'ont jamais réalisées ou ont fait le contraire de ce qu'ils ont promis. Comment ne peut-on pas être cynique et penser qu'on n'est pas bien représenté lorsque on dit quelque chose et on fait le contraire en prétextant des trous budgétaires ou en laissant entendre que les circonstances ont changé. Et vous savez, peut-être qu'on peut aussi penser que dans ces lieux que sont les parlements,
le pouvoir de décider vraiment échappe aux élus parce que le pouvoir appartient plutôt aux sociétés multinationales, appartient à des grands conglomérats financiers ou de communication. Et donc, si les élus votent des choses, ben c'est pas certain que ça aura les effets escomptés là, sur la vie des gens, sur l'économie. Donc, il y a une crise et je crois que il ne faut pas seulement la constater, il faut tenter de trouver des solutions à la crise. J'ai l'impression que l'exemple le plus significatif de ce que vous évoquez, c'est l'exemple grec. C'est-à-dire un peuple qui cherche une solution à la crise chronique de ses finances, de sa gouvernance, et qui est complètement contrôlé en quelque sorte, même si le résultat du vote a donné une gauche radicale soi-disant au pouvoir, mais en fait, il y a une troïka, comme on dit, il y a le FMI, il y a la Banque européenne, et puis il y a Bruxelles, et puis j'en oublie sûrement la Banque mondiale, et le Fonds monétaire international qui disent tu vas passer par là, sinon pas d'argent, pas d'emprunt, pas de taux. Autrement dit que le pouvoir échappe largement aux représentants du peuple. C'est un exemple très pertinent, puisque lorsqu'on se présente à Bruxelles en disant « j'ai un mandat du peuple de renégocier la dette ou de rééchelonner le paiement de la dette ou de l'éliminer en tout ou en partie », on se fait dire « non, 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 il faut respecter les engagements qui ont été pris par les gouvernements antérieurs ». Puis là, au nom de la continuité de l'État, c'est vrai que la Grèce est encore la Grèce, qu'elle devrait payer ses dettes. Mais quand un peuple a élu un nouveau Parlement puis un gouvernement en lui donnant le mandat de changer les choses et qu'il ne peut pas le changer, il ne peut qu'être déçu. Alors, c'est quoi la solution? Sortir de l'Union européenne, c'est de trouver d'autres solutions à la crise financière. Ben, peut-être que les Grecs vont décider que c'est comme ça que la chose va être réglée si on ne veut pas prendre compte de la volonté du peuple. Parce que c'est ça, si les élus ne sont même pas capables de représenter la volonté du peuple, à quoi servent-ils? Alors, notamment ceux qui n'ont pas de pouvoir et qui sont un peu perdus, c'est les représentants, démocratie représentative, qu'on appelle même maintenant, j'ai lu ça quelque part, des intermédiaires. Bon, le député local, vous avez goûté à ça, si j'ose dire. Vous avez été à Ottawa, vous avez été ici à Québec. Je vais vous poser une question qui est assez provocante. J'ai parfois l'impression que mon député, je dirais pas lequel, mais est en quelque sorte un mélange d'organisateurs communautaires et de travailleurs sociaux. Tout à fait, vous avez raison. C'est peut-être la fonction où il peut faire une différence d'ailleurs dans la vie. Si au Parlement, son rôle est limité, s'il participe à la législation et sans être au gouvernement, donc son rôle est limité au Parlement. Mais dans la circonscription, un député ou une députée qui, je pense, assume son rôle avec beaucoup de générosité, de dévouement, peut faire une différence, peut aider des citoyens, des citoyennes à se retrouver dans ce dédale des services gouvernementaux ou à écouter une personne qui veut tout simplement être entendue. On dit parfois des députés qui sont les curés d'hier, qui reçoivent des confessions des citoyens. Moi, mon expérience pour cela a été très positive. J'ai beaucoup pu exercer de compassion à l'égard des gens. Puis les gens étaient toujours très respectueux. Et lorsqu'on aidait, on réussissait à aider quelqu'un, la personne était toujours très reconnaissante. Et lorsqu'on ne réussissait pas, la personne était capable de remercier, de reconnaître l'effort. Et parfois, vous savez, quand il faut changer une loi, on ne peut pas réussir quelque chose. Mais je me rappelle, je vous donne un exemple qui est un bel exemple très émouvant. Un jour, quelqu'un est venu, un jeune père est venu à mon bureau et m'a dit, vous savez, mon enfant est sourd, mon bébé est sourd et on ne l'autorise qu'à avoir une prothèse et non pas deux. Et là, le médecin nous dit, il lui faut 2 prothèses. Alors, j'ai fait des démarches auprès du ministre de la Santé de l'époque, qui était Philippe Couillard, le premier ministre d'aujourd'hui.
et je lui ai exposé la situation. Alors, M. Couillard, je pense, trouvait aussi la situation tout à fait déplorable. Et on a réussi, il a réussi à convaincre les autorités de la Régie de l'assurance maladie d'offrir une deuxième prothèse à cet enfant. Alors, le père est revenu avec la mère et l'enfant, et ils étaient très, très reconnaissants. Alors, on peut faire des choses comme ça, et on doit servir les citoyennes de cette façon-là. Donc, c'est la première fonction, et c'est pas une fonction subalterne et accessoire. C'est vraiment important d'intercéder, en quelque sorte, auprès du gouvernement ou de la technocratie d'État, parce que je suppose que la technocratie est encore plus dure à affronter que le gouvernement lui-même. Moins humaine, mais encore faut-il que le député ou la députée soit un être humain, soit quelqu'un qui a de la compassion, qui trouve que cette responsabilité est aussi importante que celle de siéger dans un parlement, d'adopter des lois ou de participer à la vie de son parti dans des assemblées, des conseils, des congrès où on adopte des programmes. Je crois que c'est essentiel. En tout cas, moi, j'avais été bien préparé à cela par mes parents, par ma maman en particulier, qui m'avait toujours dit « il faut aimer le monde ». Et pour être un député, un bon député, je crois qu'il faut aimer le monde. Plus que les fonctionnaires, si j'ose dire, et les hauts fonctionnaires en particulier. Les fonctionnaires, il faut les respecter. Les fonctionnaires, il faut avoir le tour avec les fonctionnaires. Connaître leur culture. Il faut connaître leur culture. Il faut savoir distinguer aussi les bons fonctionnaires des moins bons. Puis quand on en a des bons, on réussit généralement à régler des problèmes. Quand on a des moins bons, on monte plus haut. On monte très haut et on persévère dans cette volonté d'obtenir justice pour une personne. Parmi les inconvénients dont on parlait de la démocratie représentative, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, le culte du chef, quel que soit le nom du chef d'ailleurs, qui fait que les partis sont en quelque sorte verrouillés par une obligation de discipline collective et que même on parle de députés d'arrière-ban, de députés qui sont c'est des suiveux finalement, puis ils n'ont pas intérêt à être trop originaux et à s'écarter du bon chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Il y a un problème, puis il est accentué si un chef est vraiment autoritaire, s'il n'a pas vraiment d'attitude collégiale, s'il n'exerce pas un leadership collégial qui vise à mettre en valeur ses députés. Il y en a, moi j'en ai vécu, j'en ai connu qui étaient beaucoup plus ouverts au dialogue avec les députés, les mettaient en valeur, et d'autres qui voulaient les faire taire tout simplement, et étouffer toute... pas seulement dissidence, tout dialogue, tout débat réel sur des enjeux où les députés devraient avoir le droit de s'exprimer en caucus. Et vous savez, c'est un peu le régime aussi qui fait que le chef est tellement important, il est tellement prépondérant, il a le droit de vie et de mort sur un député en lui permettant d'être ministre ou non, en faisant savoir que si on n'est pas d'accord, puis on est trop contestataire, on ne le sera jamais, ou que dans l'opposition, on n'aura jamais la fonction de critique que l'on veut avoir, ou on ne sera pas à même d'aller faire des missions parlementaires à l'étranger. Vous savez, il y a beaucoup de menaces aux députés qui expriment leur dissidence, et il y en a qui sont beaucoup moins tolérants que d'autres au véritable débat démocratique au sein d'un parti. Okay. On dit aussi, ça c'est des définitions de dictionnaire, j'adore les dictionnaires parce que c'est loin de la réalité, n'est-ce pas? Même Wikipédia. Hein? Oui, c'est ça. C'est bien Wikipédia. Ça. Mais c'est très démocratique. Et c'est démocratique. C'est très démocratique et bénévole. On dit aussi que les députés seraient, alors ça c'est un grand débat pour le constitutionnaliste que vous êtes, représentants non pas de leurs électeurs, mais du bien commun, en quelque sorte, de l'intérêt général. On dit d'ailleurs la représentation nationale, quelle que soit la couleur politique. Est-ce que c'est encore vrai, ça, ou j'ai pas l'impression que les gens sentent que quelque part, il y a un lieu où se débat le bien commun, l'intérêt général, et en particulier le destin du Québec?
Mais il y a une confusion des rôles, hein, parce que quand le député est élu sur une base territoriale, dans une circonscription comme ici au Québec, il y a 125 circonscriptions, on s'attend en quelque sorte qu'il soit représentatif des personnes qui l'ont élu, ou à tout le moins de l'ensemble de l'électorat de sa circonscription. Et là, quand on dit « Ah ben non », non, il n'est pas obligé de vraiment épouser vos vues puis de les défendre parce que son mandat représentatif n'est pas un mandat qui suppose qu'il doit nécessairement être d'accord avec ses électeurs parce que justement il y a l'intérêt national, parce qu'il est un parlementaire d'une assemblée nationale, il doit voter des lois dans l'intérêt général et pas seulement dans l'intérêt de ses propres électeurs, ses propres électrices. Alors, il y a une grande confusion des rôles et c'est ce qui peut-être fait en sorte qu'il y a des gens parfois qui remettent en question un système basé sur des circonscriptions qui devrait être remplacé par un système de représentation proportionnelle. Mais quand on ne voudrait que le législateur national agir dans l'intérêt général, ben, il faudrait qu'il y ait une proportionnelle intégrale. Et là, il y a un problème de stabilité. On le voit bien en Israël, ce qui se produit avec des systèmes de représentation proportionnelle intégrale. Et encore, faudrait-il trouver les moyens que les électeurs soient représentés aussi, qu'il y a des intermédiaires. Alors, si on est tous des députés nationaux, qui va défendre les intérêts plus immédiats d'électeurs sur un territoire particulier? On n'a pas trouvé de meilleure solution à ce problème. On vient d'ouvrir pas mal de fenêtres, mais on parlait de réseaux sociaux. J'aimerais qu'on termine cette première partie d'entretien là-dessus, comme moyen, comme levier d'une participation réelle des gens. On pourrait est-ce que vous imagineriez jusqu'à un vote possible toutes les semaines où les gens se mettent devant leur écran et puis là votent en tant que citoyen pour ou tel, après avoir consulté toute la documentation, les vidéos, etc. Ça, c'est un système idéal. Et puis le citoyen aurait un premier vote, en quelque sorte, qui serait ensuite entériné ou pas entériné par une majorité au niveau national de représentants de ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Mais oui, moi je serais très ouvert à des formules aussi originales et audacieuses que cela. À quel rythme ça devrait être fait? Il faudrait trouver une fréquence qui fasse en sorte que les gens n'abandonnent pas rapidement ce système, qu'ils veuillent voter. Est-ce que si on faisait ça chaque semaine, 52 fois par année, est-ce que on réussirait à maintenir un taux de participation qui permettrait vraiment d'avoir des vues et connaître la volonté générale? Alors, vous savez, par exemple, en Suisse, où il y a souvent des consultations populaires nées de l'initiative, les taux de participation sont parfois très, très bas, trop bas, ne sont pas vraiment représentatifs des vues de l'ensemble des Suisses. Alors, il faudrait éviter cela. Mais moi, je serais très favorable à un système comme celui-là. Ce serait une façon de donner aux gens le sens de la cité. L'idée qu'ils ont un mot à dire sur la vie de leur cité, que leur voix compte, et pas seulement pour choisir quelqu'un, choisir une personne, un parti, puis faire le faire à la suite de débats qui sont acrimonieux, des débats où on ne respecte pas l'adversaire, mais des débats qui pourraient être mieux documentés, encadrés par des grandes réflexion publique à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Non, moi, je suis très ouvert et disposé. J'espère qu'on va voir ça bientôt. J'ai une toute petite question là-dessus parce que des fois court l'idée d'un vote obligatoire et d'une amende au cas où on ne répondrait pas, on ne remplirait pas notre devoir de citoyen. On a ça en Belgique par exemple. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer l'inverse? C'est-à-dire, pour que les gens, si les gens votaient, mettons, dans mes 52 semaines, mettons 30 fois sur 52, faisaient vraiment leur boulot de citoyen, on leur donnerait un crédit d'impôt. Donc l'inverse, en quelque sorte, une espèce de stimulation des présences.
C'est pas inintéressant comme solution. Vous savez, on a utilisé l'argent et le pouvoir de l'argent, par exemple, pour amener des partis politiques à présenter un plus grand nombre de femmes ou de personnes qui appartiennent à des minorités. Alors donc, si on fait cela, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour les citoyens, pour les inciter à participer de façon très active à des scrutins? Je crois qu'il faut être ouvert à toutes sortes de solutions parce que la démocratie représentative n'a pas fait ses preuves et je ne crois pas qu'elle sera capable de se réformer de telle sorte que les citoyens et citoyennes se sentent véritablement responsables de la vie de la cité. Merci beaucoup, Daniel Turp. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure. Puis, on va aller écouter avec impatience les réactions motrices et percutantes de notre réactrice. Oui, de Myriam Famy. Merci beaucoup. Myriam Famy vient de quitter l'Institut du Nouveau Monde, où elle a dirigé durant 10 ans les recherches et supervisé la production d'ouvrages collectifs et de dossiers d'information sur les enjeux sociaux, dont le fameux recueil annuel L'État du Québec. Myriam Famy a publié récemment Miser sur l'égalité, un plaidoyer collectif solidement argumenté en faveur d'une société juste et équilibrée et d'une saine démocratie. Alors Myriam, je suppose que vous avez écouté les propos de Daniel Turp avec beaucoup de gourmandise. Oui. C'était très nutritif et très intéressant. Je vais commencer par une anecdote peut-être. Oui. Je ne sais pas si vous saviez ce détail qui nous avait été révélé par Xénophon dans la démocratie grecque. Il y avait notamment l'Assemblée du peuple, les liais, qui était élu par tirage au sort. Hein? Et il s'est retrouvé que le pauvre Socrate, qui était un cordonnier, lui, à l'époque, s'est retrouvé pratiquement patron du bureau de l'Assemblée pendant 24 heures. Quand on parle de démocratie représentative, je pense toujours à cet exemple-là. Qui nous semble absolument farfelu, le tirage au sort, alors que c'est de plus en plus une proposition qui est avancée par certains penseurs. Si je peux revenir, en fait, au tout début de votre conversation avec M. Turp, il a dit avec justesse que les citoyens ont été déçus, et à juste titre, par leurs représentants. J'ai envie d'inverser ça et de dire les citoyens sont aussi de plus en plus difficiles à satisfaire. Notamment parce que, on vit dans une société très fragmentée, les gens sont de plus en plus scolarisés, de plus en plus informés, et donc les élus ne sont pas face à une masse monolithique qui penserait de façon uniforme. Et donc, je pense que effectivement, le mécanisme représentatif, il est peut-être plus difficile à réaliser, d'autant plus que, on le sait, l'effet des groupes d'intérêt nous semble de plus en plus disproportionné et la société est complexe. C'est très difficile pour un gouvernement ou un élu de savoir qu'est-ce qui est véritablement l'intérêt général. Donc, face à tous ces phénomènes-là, beaucoup de gens réfléchissent à des façons dont on pourrait réformer cette chose qu'on appelle démocratie. Et donc, qu'est-ce qui nous permettrait de faire en sorte que le pouvoir du peuple s'incarne autrement? Et M. Turp a évoqué tout à fait avec raison l'idée d'instaurer des référendums d'initiative populaire, par exemple, ou des référendums de s'inspirer d'autres pays comme la Suisse. On pourrait aussi ajouter à ça, je crois, l'idée de décentraliser davantage notre démocratie, de rapprocher le pouvoir décisionnel des communautés, des gens, et que ce pouvoir-là, évidemment, s'accompagne des moyens nécessaires pour le mettre en œuvre. Et donc, réserver à l'État ses missions essentielles d'orienter et de planifier, mais que le détail soit pris en charge par des instances proches des communautés. Et évidemment, il y a aussi cette idée de cultiver des espaces de dialogue entre les gouvernements et la population
entre deux élections. Donc, comment faire vivre la démocratie entre deux élections, autrement que par des commissions parlementaires où on voit bien que c'est des groupes d'intérêt et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut être créatif, essayer d'imaginer des espaces de dialogue? Et tout ça, évidemment, sous-entend qu'il faille développer une espèce de pédagogie de la citoyenneté un peu plus chez la population qui, elle, est habituée à interagir avec les institutions de la démocratie un peu comme un consommateur qui choisit, qui change d'avis du jour au lendemain et tout ça. Ça suppose des attitudes qui ne viennent pas d'elles-mêmes, là, des attitudes d'écoute, de dialogue, la capacité de voir l'intérêt général et au lieu de son intérêt propre. Et tout ça, je pense, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend en le faisant. Donc, il faut, par la pratique démocratique, encourager ces attitudes. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui est très révélatrice de ça. Tout à fait par hasard, j'ai assisté à une assemblée décisionnelle d'un centre de services sociaux, là, les fameux CSS qui ont été transformés par Oui. M. Barrette, donc à la fin de l'année dernière. Et c'était presque triste parce qu'il y avait les 10 élus ou les 10 administrateurs de la chose, il y avait le directeur, et dans la salle, à part moi qui étais invité, mais pour des raisons plus personnelles, il y avait 2, 3 personnes qui avaient besoin de faire intercéder parce qu'ils n'avaient pas assez un proche aidant qui était débordé, un autre réclamait des sous. Et alors ils venaient comme à la barre d'un tribunal et puis où est la démocratie là-dedans? Autrement dit, est-ce que on a bien trouvé le moyen de travailler, hein? On travaille 40, 50 heures par semaine. On a bien trouvé le moyen aussi de se donner des congés grâce aux politiciens au long de l'histoire. On a une vie familiale. Pourquoi on n'aurait pas une vie citoyenne de quelques heures par semaine, institutionnalisée, j'allais dire constitutionnalisée même? C'est comme si on voulait finalement accorder un peu plus d'importance au rôle des individus et des populations dans le façonnement de leur destin collectif, alors que pour l'instant, on a été très entraînés à déléguer ces choses-là à ceux qu'on élit. Et donc, c'est véritablement une révolution dans notre façon de concevoir la démocratie que même d'imaginer qu'on puisse consacrer du temps à une tâche qui n'est pas qui n'a pas l'objectif de produire des biens et des services, d'accroître le PIB, mais qui a pour objectif de contribuer à la qualité de la vie, à la qualité de la vie et finalement qui permettrait aux gens de maîtriser un peu plus leur destin. C'est véritablement une révolution, je pense, dans notre façon de penser que cela appellerait. Mais cela étant dit, j'ai envie aussi de rajouter que tous ces mécanismes dont on parle permettraient aux citoyens donc de participer davantage à la décision, aux populations, aux communautés, à travers des mécanismes de dialogue, de délibération, etc., de chercher les solutions aux problèmes de leur vie collective. Mais je crois qu'il faut pas oublier que tant qu'on est dans un régime représentatif, il faut aussi permettre à la contestation de s'exprimer. Et la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce que je vois bien qu'il y a une intolérance croissante à la contestation dans notre société, alors qu'elle fait partie intégrante du processus démocratique. Je pense que c'est Godard qui dit que la marge est ce qui fait tenir la page. Et donc, il ne faut pas faire l'erreur de refuser la contestation au nom de soit l'ordre public, soit la bonne marche non entravée des affaires, la bonne marche vers la productivité. Il y a un peu de ça aujourd'hui. On veut dévaloriser la contestation et l'associer à des comportements voyous, alors qu'elle a une valeur dans un régime représentatif. Je pensais à la grève étudiante. Oui, évidemment. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je vois
même avant que la grève soit annoncée, même avant que les manifestations commencent, les éditorialistes dans les médias nous prévenaient qu'on allait avoir encore affaire à une bande de saccageants voyous qui nous empêchent d'avancer. Alors, parce que n'oublions pas, hein, un régime représentatif, c'est quand même une élite qui a le pouvoir de décider en notre nom. Une classe politique. Une classe politique. Et si, d'autant plus qu'on constate que il y a peu de liens institutionnels entre ces élites et la population, si en plus on écarte le mécanisme contestataire, moi, je me dis, on n'est plus en démocratie. Tout à l'heure, Daniel Thorpe a évoqué une intelligence, une lumière collective, comme si le collectif n'était pas seulement l'addition des esprits des individus, mais qu'il y avait quelque chose, une alchimie. Comment vous réagissez par rapport à ça? Mais c'est drôle parce que je partage son point de vue pour l'avoir observé souvent à l'œuvre, cette intelligence collective dans le cadre de différents projets et engagements. Et c'est drôle, on a cette espèce de stéréotype de la foule, la foule niaiseuse, la masse niaiseuse de monde qui savent pas ce qui est bon pour eux. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment aussi entretenir cette image-là, mais quand on fournit l'occasion aux gens de réfléchir ensemble, ce qui en ressort est surprenant. Et donc, ça revient à ce que je disais, il faut créer les occasions pour que ça se passe et il y a un apprentissage qui se fait à travers la pratique de l'intelligence collective. Mais c'est vrai que c'est effrayant, c'est peut-être moins contrôlé, c'est plus lent aussi et parfois on aime que les choses accélèrent. Quand il y a des intérêts privés qui sont en jeu autour de certaines décisions, la lenteur de la démocratie très participative et très réflexive peut en frustrer certains. Donc, c'est encore une fois, c'est ça, c'est un apprentissage qu'il y a à faire. Ça pourrait même peut-être faire peur à certains dirigeants du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. On n'a pas besoin de tout ça. Faisons marcher la machine. On n'a pas besoin d'aller au FMI pour trouver des dirigeants qui ont peur de ce genre de choses. Je pense que c'est drôle parce que j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les élus. C'est très difficile le travail qu'ils font. Déjà de gravir les échelons d'un parti ou de se faire reconnaître, de se faire élire, de participer à cette espèce de chose qui ressemble un peu à un cirque qu'on appelle campagne électorale, d'aller chercher les appuis nécessaires, d'être scruté publiquement jusque dans les moindres détails de leur vie personnelle. C'est une tâche difficile. Alors, une fois qu'ils accèdent au pouvoir, je les comprends de vouloir laissez-moi tranquille. Alors, tout ce qui s'apparente à de la participation citoyenne peut en effrayer plus d'un, ou en tout cas en les fatiguer. Il y a un rôle ingrat, là, je citerai personne, il suffit de regarder les sites des députés au Québec, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir. C'est la partie de quilles, c'est le spaghetti, c'est le serrage de main, c'est les embrassades très polluantes. C'est vraiment pas très agréable. Et c'est à plein temps. C'est ça. Je sais pas si c'est pas agréable, c'est peut-être à M. Thurb de nous dire si c'est amusant ou pas. Mais certainement, et c'est drôle parce qu'on leur demande donc d'agir un peu comme vous disiez tout à l'heure, presque comme des travailleurs sociaux, de répondre à des demandes très ponctuelles, des besoins des citoyens sur leur territoire, et à la fois d'agir à l'échelle nationale en tant que représentants de leur parti, etc. Donc, peuvent être parfois écartelés en effet, et c'est très demandant, oui, pour l'horaire, c'est certain. Mais il y a autrement dit, une espèce de vision que l'électorat, c'est quelque chose qu'il faut capter, qu'il faut contrôler, qu'il faut surtout pas laisser contester, se plaindre, etc., sauf avec des mécanismes qui amortissent tout ça, alors que ça devrait être l'inverse dans un certain sens. Le représentant devrait, lui, être capable de rendre des comptes davantage que ce qu'on appelle les groupes populaires ou la masse populaire, non? Oui. Alors, monsieur, madame, tout le monde qui
qui regarde son député, qui visionne les débats à l'Assemblée nationale, qui sont des fois, dans la période des questions, des chicanes impossibles. Forcément, la démocratie a pas de très beau visage. Hein? Oui, c'est ça. Puis ça revient finalement à la question que vous vous posiez tout à l'heure, tous les deux. C'est-à-dire, est-ce que le député est représentant des citoyens de son comté ou est-ce qu'il est représentant de l'intérêt général et comment concilier les deux? Et d'autant plus qu'on a des institutions, un régime parlementaire britannique qui soumet le député à la volonté de son chef et de la ligne de parti. Alors, naviguer en tout ça, c'est effectivement... c'est pas évident. Donc, contrairement à l'humeur populaire, moi, je ne tape pas sur les politiciens à chaque occasion parce que je vois bien l'effort que ça exige. OK. Alors, écoutez, je suppose qu'on a maintenant de quoi passer au 3e niveau et que ceux et celles qui nous écoutent avec, j'espère, beaucoup d'intérêt depuis tantôt vont pouvoir en tirer le meilleur des profits. Merci beaucoup, Myriam. Merci. On se dirige d'ailleurs vers Daniel Turp tout de suite. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, nous voilà, comme on dit, réunis, j'espère réconciliés. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous séparaient. C'est ça, donc on va pouvoir encore aller faire un pas en avant. Écoutez, j'ai une marotte. On parlait pendant l'intervalle de pause. Vous parliez de citoyenneté en exercice tout le long de la vie, et je me disais en moi-même, c'est pas au moment de l'école, contrairement à ce qu'on dit, alors éducation civique, éducation religieuse, etc. L'école est investie d'un certain nombre de missions qu'elle peut plus assumer. Finalement, il y en a trop. C'est pas à l'âge adulte non plus où on court après ses traites, son loyer, ses embouteillages et tout le reste. Et, est-ce que les aînés, les retraités, ne pourraient pas être les vrais sénateurs? On va dire ça comme ça. Oui et non. Il faudrait pas qu'il soit seul. Il faudrait que ce soit intergénérationnel. Ouais. Si l'idée d'un Sénat de sages devrait être une idée où les sages de tous les âges se rencontrent. Moi, je connais des jeunes qui sont bien plus sages que des aînés. Un peu trop, peut-être, oui. Et moi, je trouve que cette idée d'un service civique ou démocratique tout au long de sa vie est une idée géniale. On fait des services militaires. Il y a des gens dans certains pays comme en Suisse où le service militaire dure assez longtemps dans la vie, là. Mais pourquoi ne pas trouver un système où des gens peuvent soutenir des institutions démocratiques, être au service des institutions démocratiques tout au long de leur vie pour rendre un peu à la société ce que la société leur a offert, des études, un soutien à toutes sortes d'étapes, là, comme parents, comme personnes chômeuses pendant un certain nombre de mois ou d'années. Je trouve que c'est une idée qu'on devrait mettre de l'avant. Mais surtout pas dans une chambre haute comme un Sénat. Non. Je pense qu'il faut ramener les choses. Je parlais du Sénat de ruelle, si j'ose dire. Mais j'avais envie de reprendre l'exemple suisse et puis de vous demander, parce que les Suisses font leur service militaire pendant les week-ends, ils font des périodes, comme ils disent, 3-4 jours à camper dans les montagnes. Là, on pourrait aller camper dans les parlements. Mais ou dans les hôtels de ville. Pourquoi on n'imaginerait pas, on en est au stade d'essayer de proposer des alternatives, des périodes comme ça, où les gens seraient députés. Tout à fait. 6 mois. Puis après, ils seraient remplacés par d'autres. Par tirage au sort. Oui, c'est ça. Les jurés dans des procès sont tirés au sort. On peut très bien imaginer que par tirage au sort, on soit choisi pour aller représenter nos concitoyens dans une chambre on pourrait même avoir ce type de mécanisme
de façon régionale pour donc le jumeler à cette idée de décentralisation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, comprendre l'intérêt général à l'échelle nationale, c'est complexe. Mais les affaires publiques à une échelle plus locale, je crois, c'est quelque chose dont n'importe quel citoyen est capable de se saisir. Et l'idée de partager un mandat électif n'est pas du tout inintéressante. Moi, mon souvenir d'ailleurs, quand j'étais député au Bloc, une de mes collègues, qui est aujourd'hui la mairesse de Longueuil, comment s'appelle-t-elle? Saint-Hilaire. Oui, Caroline. Caroline Saint-Hilaire a été malade pendant un certain nombre de mois. Elle n'était pas capable de venir. Son siège est resté vide. C'est un mandat qui est tellement personnel que personne ne pouvait accuser son siège, représenter les citoyens de la circonscription parce que elle n'était pas capable de venir au Parlement pour des raisons de santé. Vous savez qu'il y a un système au Parlement européen. Il y a des partages de sièges entre représentants de divers partis politiques. Par exemple, il y a des Catalans et des Basques et des Galiciens qui partagent des sièges pendant la durée d'une législature. Ils ont décidé qu'il y aurait des personnes différentes qui occuperaient un siège pendant toute la durée de la législature. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y aurait moyen de faire ça chez nous pour des périodes différentes. Puis on verrait, les citoyens pourraient vraiment apprécier leurs représentants pour leur siège pendant une durée déterminée. Alors, il y a d'autres façons d'avoir une représentation différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait inscrire ça dans une constitution québécoise? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu sais, il faut recréer l'idée de la représentation. Je pense qu'on n'y échappe pas non plus, même si on a d'autres mécanismes de participation citoyenne. Et s'il faut le recréer, soyons audacieux, usons de notre génie créateur, pas seulement pour faire de magnifiques films comme Xavier Dolan et d'autres, mais pour réinventer notre démocratie représentative. Mais ça pose la question que j'ai envie de poser aux juristes. Comment ces transformations-là sont-elles possibles dans un système qui ne tolère pas le changement? C'est-à-dire, les institutions sont comme coulées dans le béton, les mécanismes le sont aussi. On voit que pour simplement modifier le mode de scrutin, on n'y arrive pas, même s'il semble y avoir un certain consensus, une volonté générale de le faire. Donc, il y a une immobilité improgrammée dans les institutions qui rend ces changements-là presque impossibles. Il faut le faire, malheureusement, il faut le faire par une consultation populaire. Parce que on l'a vécu au Québec. Tous les partis ont été favorables à la proportionnelle. Tous ont tenté, certains plus que d'autres, ont tenté d'instaurer un système. Puis là, à un moment donné, savez-vous, l'objection vient des députés. Oui. Parce que là, on remet en question leur circonscription. Et là, ils trouvent toutes sortes de bonnes raisons pour dire que c'est pas un bon système, un système de type proportionnel. Alors, la seule façon de véritablement passer à autre chose, faire des changements fondamentaux, c'est que c'est le peuple qui soit invité à décider de ces changements et que ce ne soit pas fait par des parlements, des partis politiques et les personnes qui ont toujours un intérêt à protéger. Alors, en même temps, ça prend donc un parti politique qui va proposer aux citoyens de modifier les institutions. Et moi, j'espère qu'un jour, il y aura un parti politique assez courageux ou une coalition de partis politiques qui ira dans ce sens. Quand on regarde... vous avez été à l'Institut du Nouveau Monde, on reçoit bientôt d'ailleurs le Michel Venn, mais quand on regarde tout ce qui s'est fait à travers cette école de démocratie, finalement c'est une école de démocratie, on a l'impression que ça s'est toujours fait en parallèle parce que justement dans l'autoroute centrale, il n'y a pas moyen d'échapper aux limites de vitesse, aux panneaux, à la culture, aux interdits, aux agents de police, etc. Mais c'est sûr que l'action de l'INM, elle se porte sur les voies parallèles, comme vous dites, que peuvent être l'engagement social, associatif et toutes sortes d'autres formes de participation citoyenne qui sont peut-être moins institutionnelles, mais certainement à l'intérieur des dispositions actuelles, qu'elles soient réglementaires, législatives ou même institutionnelles, il y a de la place pour plus de participation
publique, ce qu'on appelle la participation publique, donc à des instances consultatives comme ce qu'on connaît bien, le BAP ou l'OCPM, qui sont des instances formelles de participation des citoyens à la décision. Il y a de la marge de manœuvre pour multiplier ce type d'instance-là. Donc, multiplier les espaces où cette participation est possible. Il y a de la place pour changer la réglementation, la réglementation qui encadre l'administration municipale doit être bientôt réformée. Des consultations ont déjà eu lieu sur ce que cette réforme devrait contenir. Et il y a eu un consensus pour dire que les municipalités devraient être obligées d'avoir des mécanismes de participation publique. Et donc, éventuellement, si cette réforme a lieu, on pourrait se retrouver avec des municipalités qui doivent systématiquement, sur les affaires publiques, consulter les citoyens par divers mécanismes. C'est des mécanismes tout à fait imparfaits, on le sait, tout le monde se plaint souvent de la lourdeur et les limites de l'action d'un BAP, par exemple. Mais c'est mieux que rien. Parce qu'on agit à façonner un peu les institutions publiques pour qu'elles se plient à cette exigence citoyenne-là. Mais je dirais, Myriam, il faut qu'à la fin, que la consultation puisse être suivie d'une action conforme aux recommandations. Oui. Moi, avec des collègues, mon ami Michel Seymour, entre autres choses, et d'autres, on mène une lutte depuis 6 ans là pour préserver le 14-20 Mont-Royal. C'est beaucoup vent que notre université voulait vendre à Catania. On l'a empêché, heureusement, puis qui veut encore le vendre pour le transformer en condominium. Et il y a eu un office de consultation publique qui a conclu que c'était pas une bonne idée. Puis là, l'administration municipale est quand même à adopter des règlements qui permettent encore aujourd'hui à l'université de le vendre. Alors c'est très décevant pour des citoyens qui viennent faire des représentations, qui sont entendus, à qui on donne raison, puis après, cette consultation ne fait pas changer d'avis, ou en tout cas les résultats sont pas respectés par ces consultations-là sont régies par une règle qui est qu'elles sont consultatives, donc elles ne sont pas décisionnelles. Et parce que on croit qu'il reste à l'élu le pouvoir de la décision finale, parce que c'est lui aussi qui est imputable. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faudrait au moins qu'il y ait une justification de la décision. Et ça, c'est une chose que je déplore vraiment de l'état actuel de notre démocratie. Il n'y a pas suffisamment de justification de l'action publique, des décisions publiques. Souvent, elles sont annoncées avec des slogans, ou quand le premier ministre nous dit qu'il faut la rigueur pour assainir les finances publiques, et sous ce paravent-là, il y a une multitude de mesures reliées de près ou de loin à cette justification-là qui sont mises en œuvre. Il y a pas suffisamment de pédagogie faite par nos élus et notre gouvernement, à mon avis, pour expliquer et justifier. Et il y a des parlements dans le monde où c'est systématique. Quand une décision va à l'encontre de la recommandation d'un corps consultatif, les élus doivent expliquer pourquoi ils ont pris une décision contraire. Mais vous savez, c'est sur la question des changements fondamentaux à notre régime parlementaire ou à des mécanismes de représentation. J'ai l'impression que on pourrait réussir cela en initiant un processus constituant. Vous savez, moi, je suis très favorable à l'idée d'une constitution québécoise, parce que si on faisait un grand débat sur notre constitution et donc sur les institutions, et que c'est un débat qui se clôturait par un vote là des citoyens sur la Constitution. Alors là, il y aurait une possibilité vraiment de modifier de façon fondamentale notre système, parce que là, c'est les élus, c'est les citoyens qui auraient le dernier mot et pas les élus. Puis ensuite, il faudrait fonctionner en vertu d'un nouveau régime constitutionnel qui, peut-être, par exemple, retiendrait le système proportionnel, retiendrait des mécanismes d'initiative populaire, parce que les citoyens auront exigé que leur constitution comporte de tels mécanismes. Alors, moi, c'est pour ça que je vais continuer de penser qu'un exercice comme celui-là est essentiel. On ne l'a jamais fait. On a des constitutions qui nous ont été imposées par un Royaume-Uni ou par des parlementaires qui même l'ont imposé au Québec en 1982. C'est quelque chose de tout à fait injustifié dans une société démocratique. Quand je vous écoute, j'ai l'impression des fois qu'il y a encore de la féodalité.
qu'on n'est pas, on n'est pas dans la démocratie moderne rêvée au siècle des Lumières, qu'on est encore avec des, je vais lancer une provocation, avec des maires qui imaginent par exemple que la démocratie est arrivée au sommet de ce qu'elle peut faire, simplement parce que ils tiennent leur conseil exécutif ou leur comité d'arrondissement sous un Kodak permanent que vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a cette idée un peu généralisée que la démocratie serait arrivée à sa maturation ultime, que bon, suite à la chute du mur, on vit dans des démocraties libérales, liberté d'expression, c'est la fin de l'histoire. Droits individuels sont protégés et suffrage universel, on n'a plus besoin de progresser, et c'est tout à fait faux. Et il y a des juges pour trancher les différends que les élus veulent pas trancher parce que c'est trop délicat, ou il n'y a pas assez de démocratie directe. Il faut le dire, là, il n'y a pas suffisamment de démocratie directe, il n'y a pas de consultations qui sont dignes de ce nom, puis qui obligent les élus à suivre la volonté du peuple exprimée dans des consultations qui se font entre les élections ou pendant les élections, au même moment que les élections. C'est de cela dont on a besoin. Et vous savez, c'est intéressant parce que on trouve toutes sortes de mots à la démocratie directe, mais il y en a au niveau municipal. Et au niveau municipal, il y a des référendums, on peut aller signer des registres. On dirait qu'aux échelons supérieurs, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est complexe, c'est trop complexe. Mais non, et on élit même des maires au suffrage universel. On n'est pas capable d'envisager d'élire notre premier ministre au suffrage universel. Non, on peut pas faire ça. Créer une séparation des pouvoirs où le premier ministre aurait une légitimité, puis l'Assemblée aurait la sienne, puis il y aurait moins de lignes de parti, il y aurait plus de liberté de parole pour les députés. Non, il faut vraiment penser à des changements qui vont dans le sens d'une démocratie beaucoup plus directe. Il faut faire aussi attention quand on crée ces espaces de participation qui ne reproduisent pas les inégalités qui ont cours dans la société en général. Donc, c'est vrai que on peut mener une consultation et vouloir qu'elle soit décisionnelle si elle a été menée de façon je sais pas quel autre mot utiliser que démocratique. Il faut que ces processus participatifs, ces processus de consultation ne soient pas comme une reproduction de l'espèce de lutte d'intérêt privé qui a lieu déjà à l'intérieur des parlements, qu'il y ait véritablement la possibilité pour l'intérêt collectif qui émerge. Et ça veut dire des processus qui sont longs, lents, qui sont complexes, qui permettent la délibération. Parce que le mécanisme référendaire ou de vote consultatif est utile, mais il faut qu'il s'accompagne de délibération. C'est à travers le dialogue qu'on identifie finalement c'est quoi qui nous rassemble. Moi, je suis d'accord avec ça. La vraie démocratie, c'est une démocratie de délibération. Et finalement, quand on délibère, quand on donne la parole aux gens, quand on habilite les gens par la parole, finalement, les décisions peuvent se prendre de façon beaucoup plus consensuelle. Les gens ont été entendus, l'ont apprécié, se sont ralliés parfois à des positions qui n'étaient pas les leurs, ou, tout en exprimant leur dissidence, sont capables d'accepter qu'une majorité l'a emporté, puis que la prochaine fois, ils l'emporteront aussi. On ne délibère pas souvent, assez souvent. On a peur, hein, je pense que vous l'avez évoqué. Moi, j'ai cette expérience extraordinaire d'avoir vécu un événement où une dame présentait un mémoire devant une commission régionale sur la souveraineté en 1995. Elle est venue me voir, elle m'a reconnu, elle me dit « On m'a convoqué, et puis là, ils veulent que j'aille parler de mon mémoire, je sais pas, je peux pas, je suis une infirmière, et je voulais quand même contribuer au débat. » J'ai lu son document, je lui ai dit « Madame, c'est génial ce que vous avez écrit, allez le dire, parlez, exprimez-vous. » Et Monsieur Mars, qui était président de cette commission, avait louangé sa contribution au débat public. Elle en était très, très émue, puis elle s'est sentie vraiment partie au débat public, et c'est ce qu'on devrait faire dans une démocratie, habiliter les gens, leur donner la parole, délibérer. Est-ce qu'il faudrait pas davantage de temps libre? Je pense aux gens qui nous écoutent et qui déjà
sont dans le luxe parce qu'ils nous écoutent. Il y a des choses qui écoutent pendant leur temps libre, quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non, c'est pour ça qu'on est là, dans le cadre d'une télévision de communauté, comme on dit. Mais est-ce qu'il faudrait pas donner du temps à la délibération? Parce que c'est pas seulement, ah oui, c'est lent, ah oui, il faut la lourdeur des débats. On sait ce que c'est que les assemblées générales qui durent, hein, et qui même servent de tactique à certains pour imposer leur vue. Mais c'est moins ça que les gens ont pas le temps. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de légiférer comme on légifère, comme on a légiféré pour 2 semaines de vacances, pour des jours fériés, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner aux gens un crédit de délibération? Je sais pas, moi. Faudrait que les gens le veuillent. Des fois, je me dis que les gens aiment le rythme travailler, consommer. Ils y trouvent leur compte. Il faut trouver, travailler, délibérer, consommer. Moi, je trouve que parmi toutes ces idées, c'en est une qui doit être explorée, devrait être explorée. Il faut donner du temps au temps. Parfois, justement, on n'a pas assez de temps et on utilise le manque de temps pour imposer des décisions. Alors, la délibération, c'est une question de temps. Et je sais pas, si on envisage un service civil démocratique, là, ça va donner du temps. On pourrait appeler ça la slow démocratie. Alors, merci beaucoup. Écoutez, quelques livres pris dans ma bibliothèque, je suis tout à fait en dehors de toute objectivité. J'essaie quand même de ressortir des livres que j'ai lus et que j'ai estimés. Peut-être d'abord, Myriam signalait donc que vous avez écrit un collectif, vous êtes très forte dans la production collective. Dieu sait si c'est difficile à faire. Miser sur l'égalité, l'argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté chez Fides. Vous avez fait ça avec Alain Noël. Et puis ce petit bouquin où j'ai participé et qui s'appelle Régénération, proposition citoyenne pour un Québec intergénérationnel chez Fides aussi. Libérer les Québécois, ça c'est notre ami Roméo Bouchard, on parlait de décentralisation tout à l'heure, qui lui aussi c'est un collectif. Encore Myriam Famille, je m'excuse, Monsieur Turp. Je suis impressionné par la productivité. Ah oui, tout à fait. L'État du Québec, qui donc, vous m'annoncez que ça va continuer quand même si vous avez maintenant quitté l'Institut du Nouveau Monde. Et puis là, je résiste pas parce que personne ne connaît ce texte, ou très peu de gens. C'est une conférence prononcée à Davos. Imaginez, il y avait un Davos des femmes à l'époque, pendant que ces messieurs réglaient le sort du monde. Il y avait un colloque pour les femmes, on leur offrait le thé, puis et Madame Clinton est arrivée avec sous son nom de fille d'ailleurs, est arrivée avec civiliser la démocratie. Et je peux vous dire que comme discours gauchiste, j'ai rarement vu ça. Je ne sais pas si ça va sortir dans la campagne électorale américaine. On va voir qu'elle est capable de civiliser la démocratie américaine, qui en a bien besoin si elle devient présidente. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui nous ont fait confiance et qui nous ont écoutés pendant toute cette heure si riche en contenu et si agréable à suivre. Et rendez-vous pour un prochain dialogue, encore une fois probablement sur la démocratie.